Alors, comme vous le savez, pour certains, il y a toujours une citation à ce cours. Celle d'aujourd'hui vous est présentée parce que je m'organise au fur et à mesure des cours. Et comme on m'a souvent demandé de les répéter après les cours, j'ai décidé de les écrire. En plus, celle-ci est assez longue et vous aurez tout le loisir de la méditer. C'est une petite phrase qui vient des Impressions d'Afrique, qui, comme vous savez sans doute, n'a rien à voir avec l'Afrique, de Raymond Roussel. Entre les aubes et la chaîne s'étendait une sorte de coffre long contenant sans doute le mystérieux mécanisme appelé à mouvoir l'ensemble. Ce soir, nous allons d'abord nous intéresser au bord de choses en train de se faire. Une partition qui se construit est une élévation. Par élévation, on entend d'habitude ce qui participe à la stabilité d'un bâtiment pour l'empêcher de se déformer sous les diverses charges qu'il aura à supporter. Par exemple, le vent. Mais on pourra reprendre ce mot sans se soucier de trop faire référence une fois de plus à l'architecture. Alors on commence une musique. Mais en fait, comme vous le savez, maintenant, on continue. C'est-à-dire que l'on reprend le flux précédent. On le continue. Le flux qui suit commence avant même que le dernier s'éteigne ou plonge dans un silence qui n'est au fond qu'une brève attente de sa réapparition prochaine. C'est comme l'eau. Elle tombe sur le sol et va parfois, après des années, transiter en s'infiltrant dans les nappes souterraines ou en ruisselant, s'écouler directement dans les rivières pour finir dans les fleuves qui se jettent dans la mer. Et puis elle s'évapore, nuages, pluie, etc. Et ça recommence. Il y a des pièces de musique qui s'enchaînent ainsi à la suivante, et cela malgré l'extrême différence instrumentale. Par exemple, une pièce pour un instrument soliste peut s'accoupler avec une autre pour grand orchestre, plonger subitement dans la texture d'un opéra et réapparaître dans une simple pièce pour piano. Ainsi, quelque chose se replante d'une partition à l'autre. C'est comme une réincision, si l'on peut dire, des éléments du flux antécédent dans un autre, qui n'est différent qu'apparemment. À la fin, s'il y en a une, c'est bien du même mouvement dont il s'agit. Ce sont les mêmes transitions. Mais revenons à l'élévation. On élève comment? En créant d'abord des bords. Mais en musique, puisque c'est de musique dont nous nous préoccupons, c'est quoi un bord? Je me suis alors demandé si écrire une seule note n'était pas déjà créer un bord. Écrire une note, n'est-ce pas se dresser contre le bord extrême de la chose à faire? Alors, c'est aussi comme un mur. Si on élève un mur, on commence par poser une première pierre, c'est un bord, n'est-ce pas? Puis une autre pierre, qui est un autre bord. À la fin, il y a un mur. Mais c'est comme si l'on en avait perpétuellement repoussé les bords. C'est donc peut-être par les bords que la chose prend forme. Mais en musique, si je joue une note, je crée un bord. Est-ce que je crée un bord? Nous allons tout de suite avoir un petit exemple avec mes amis de l'ensemble Ars Nova et dirigé par Philippe Naon. Un exemple très simple. Je vais demander au hautbois de jouer ses toutes premières mesures. Vous voyez, c'est une note agitée par un rythme assez simple, comme quelque chose qui rebondit. Je vais demander maintenant de lui faire rejouer avec son ami la clarinette. Jouer ces deux premières mesures. Vous entendez déjà que le profil très simple de hautbois est non pas contrarié par la clarinette, mais tout d'un coup enrichi par une autre couleur. Ensuite, on va refaire la même chose, mais on va ajouter le corps. Vous
avez entendu comme ce son de corps, tout d'un coup, ouvre les harmoniques parce qu'il joue en bouchée, c'est-à-dire qu'il met le point dans le pavillon. Et à présent, je vais demander à la contrebasse Vous avez vu comme tout a changé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avons la même note, elle est agitée par différentes impulsions, je dirais, intérieures, et l'on peut dire que nous avons à présent une forme, souvenez-vous, une forme singulière et sonore qui semble obéir à un ordre. Si nous distinguons les éléments que nous venons d'entendre, que constatons-nous? Il semblerait bien que quelque chose se soit construit par les bords du timbre, comme on vient de le voir, par les bords du rythme, et même par les bords des dynamiques. Vous avez entendu que le son partait quelquefois d'intensité douce pour aller à une intensité intermédiaire et revenir très doucement. Nous avons ainsi une sorte de forme extrêmement simple que nous avons construit bord à bord avec la même note, mais en superposant plusieurs autres timbres, par assimilation progressive des instruments suivants, le hautbois, la clarinette, le cor et la contrebasse. En quelque sorte, nous avons élevé déjà un petit mur, un muret, par les bords. Reprenons cette écoute et observons-la. Est-ce que vous pouvez, messieurs et madame les musiciens, rejouer ce que vous venez de faire jusqu'à la mesure 8? Merci. Après avoir distingué, en quelque sorte, reconnu les bords, il convient d'avancer la proposition de ce cours par une simple question. Quels sont les espaces de déclinaison possibles pour élever un espace sonore avec ce matériau? Qu'impose la contrainte de cette proposition arbitraire que j'ai créée ici comme une inspiration, parce qu'une forme est d'abord une intuition. Au fond, cette même note, agitée par quelques rythmes d'allures égales, est un geste musicalement minimum. C'est même le degré zéro du geste musical. Répéter une note. Mais une seule note. Ceux qui étaient là à mon premier cours du 9 février doivent se souvenir du petit jeu que j'avais proposé avec une seule note de départ, puis 2, puis 3. C'est ici presque la même chose. Mais cette proposition musicale est peut-être encore plus pauvre. Le paradoxe serait donc de pouvoir varier cette proposition pauvre en la courbant vers un autre espace de transformation. Il n'y aura pas d'autre alternative. En tout cas, pour moi. Il est nécessaire d'inventer des actions nouvelles qui vont altérer ou dégrader ce que nous pourrions également appeler par extension un thème. Car même ici, cette proposition, celle que vous venez d'entendre, n'est au fond qu'un thème. En musique, traditionnellement, on considère qu'un thème est une ligne ou une séquence d'ordre rythmique ou mélodique soumise et reprise tout au long d'une œuvre. Le thème structure ainsi le parcours d'une œuvre musicale tout en subissant des reprises, des variations et diverses mutations, toutes soumises au bon vouloir du compositeur et selon des usages extrêmement différents selon les époques. Mais revenons au mot qui nous intéresse à présent, courber. À ce sujet, il y a une petite erreur dans l'affiche. Le thème de ce soir est composé courbé et non pas composé relié. C'est une faute que j'ai
commise moi-même. Donc nous sommes dans la question du courbé ce soir. Mais que pourrait vouloir dire courbé pour un compositeur, en tout cas moi, pour moi? Intéressons-nous d'abord aux synonymes de courbé. Donc courber, plier, fléchir, incurver, bomber, recourber, cintrer, cambrer, gondoler, voûter, plier, infléchir, chantourner et même arrondir. Comme on le constate, les synonymes sont nombreux, mais tous ont une définition spécifique, presque quelquefois une autre signification. C'est-à-dire qu'à partir du terme courbé, tout se passe comme si on créait un cycle arborescent de définitions nouvelles et qui pourtant relève du même geste. Naturellement, on ne peut courber une musique, ou alors le terme ne pourrait s'appliquer à la musique que par un transfert de définition. Encore une fois, il s'agit d'une métaphore ou d'une figure de style, comme disent les amateurs de rhétorique. Je précise que, comme dans les précédents cours, le mot générique accolé à celui de composer n'est qu'une invitation à dériver, n'est-ce pas? Mais revenons à l'exemple sonore que vous avez entendu. On entend bien que les sons se posent ainsi bord à bord et qu'ils possèdent différentes qualités d'attraction. Chacun de ces motifs, ces attracteurs, pourrait-on dire, proposent leur propre principe de similarité. Par exemple, et comme nous l'avons entendu tout à l'heure, si je pose là un hautbois, que puis-je apposer ou opposer à cet instrument? Une clarinette, une contrebasse, à la vérité presque n'importe quel instrument. Le registre, plus exactement la note que j'ai choisie ici, est à l'orée de tous les bords des registres de l'orchestre. La note que vous avez entendue est également un ré bécard. Le ré est aussi ma note préférée. Et l'on s'est souvent étonné que je l'utilise si souvent comme note de base. En effet, je ne compte plus moi-même dans ma musique les pièces qui commencent par cette note, qui retournent en permanence ou qui se terminent par cette note. Il y a différentes raisons qui expliquent cela, mais je n'aborderai pas aujourd'hui cette question qui relève de l'analyse harmonique. Je ne l'aborderai pas aussi pour bien d'autres raisons. Mais enfin, j'ai pris l'habitude de m'expliquer là-dessus de la manière suivante. C'est la note qui est commune à tous les instruments et que l'on peut entendre simultanément à tout l'orchestre sans qu'aucune ne prédomine sur l'autre. Ce n'est pas la seule note, bien sûr. Disons que c'est par là, dans les environs de ce registre, sur une quarte ou quinte environ. C'est aussi la plus facile à écrire. Le ré est juste en dessous de la portée, pas de ligne supplémentaire. Vous voyez ? On peut facilement l'écrire, on ne se trompe jamais, même si on est un petit peu trop bas. Ce n'est pas toujours pareil avec toutes les notes. Alors, j'ai l'air de m'amuser, mais c'est vrai que je m'amuse de toute manière, mais pour ça en tout cas, mais ça a eu des conséquences dans mon travail sur lesquelles on reviendra peut-être. Alors, reprenons avec le hautbois que nous avons entendu. Et je m'aperçois que dans mon texte, j'ai fait un joli lapsus encore, j'ai écrit que nous avons attendu. Ce qui, au fond, revient au même. C'est un instrument un peu granuleux, si on peut dire râpeux, mais dont le son peut être dans certains registres extrêmement tendre. En revanche, si vous le sollicitez dans le grave de son pavillon, il pourra jouer des sons très mordants, presque agressifs. C'est pour cette raison que je l'ai choisi. C'est pour cette sonorité-là, cette incisivité-là, que je choisis cet instrument. La position bord à bord, dans mon premier exemple, superpose trois types de sonorités. Donc la contrebasse, la clarinette, qui reprend le son du hautbois, et le hautbois lui-même. Nous allons reprendre la séquence déjà entendue et la poursuivre très légèrement. Philippe, on va refaire la mesure 1 à 10. Attends, pardon Philippe, pardon. J'ai toujours des plans que je ne suis guère. On va aller... non, on va faire ce qu'on a dit là. On va suivre le plan, pardon.
Oui, oui, on fait ce qu'on a dit, oui. Oui. Ce principe de similarité invite l'imagination vers d'autres principes ou préceptes. Par exemple, la bifurcation. Vous avez entendu presque 3 fois la même séquence. À la vérité, c'était jamais la même, puisqu'elle a toujours été augmentée d'une mesure ou deux à chaque fois, voire plus même. J'ai désiré que vous entendiez cette séquence plusieurs fois afin que vous imprégniez bien au fond du problème théorique qu'elle suppose. Quand je dis problème théorique, c'est assez faux au fond, c'est juste un problème. La bifurcation, disais-je. Mais qu'est-ce qu'une bifurcation ? C'est tout simplement un chemin qui part de travers par une division du chemin même, à ne pas confondre avec la dérive dont j'ai parlé la semaine dernière, qui est un glissement du plan vers le côté. Bifurquer, c'est prendre une autre direction, certes, mais c'est surtout presque comme décider du chemin au dernier instant, juste avant de continuer sur celui que nous pensions le meilleur. Bifurquer, c'est prendre un chemin adventice. À un moment, tout à coup, vous ressentez la nécessité de diverger vers ce chemin nouveau, voire inattendu. Mais attention, on ne change pas impunément de chemin au dernier instant. Bifurquer, c'est entreprendre de transformer totalement les propriétés et les aptitudes du système précédent. Mon catalogue comporte 2 pièces assez révélatrices à cet égard, parce qu'elles exposent de façon, je crois, vraiment claire et opportune cette manière de style que l'on retrouve dans toute ma musique, mais sous des formes plus secrètes. Loop et Cascando, dont vous venez d'entendre quelques mesures. Ces 2 partitions commencent de la même façon, c'est-à-dire avec la même note, enfin presque devrais-je dire, car une octave les sépare. On verra pour quelle raison. Je choisis d'initier les parcours de ces 2 pièces de la même façon, mais ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai d'abord composé Loop en 1993-14, mais Loop posait déjà la question qui nous occupe. C'est plus tard que j'ai choisi de composer Cascando, en 96 ou 17. Hein, Philippe, c'est ça, je ne sais même plus. 96. Comme si le mécanisme de Loop était déjà inclus dans le processus de réflexion qui nous occupe ce soir. À ce sujet, il ne faut jamais confondre mécanisme et processus. Un mécanisme, c'est un ensemble de fonctions opératoires, mais l'agencement des fonctions de ce mécanisme est un processus. Mais revenons à Loop. Loop est écrit pour 8 violoncelles, c'est-à-dire pour 8 instruments identiques divisés en 2 groupes de 4. Il y a en quelque sorte une stabilité entreprise de fait par la formation instrumentale, 8 instruments identiques. Cascando, c'est le contraire, l'instabilité, car il y a 8 instruments complètement différents. Vous avez donc une flûte, un hautbois, une clarinette, un basson, un cor, une trompette, un trombone et une contrebasse. J'ajoute que c'est une formation dans l'histoire de la musique du XXe siècle extrêmement fameuse, puisqu'elle reprend, instrument par instrument, la formation de octandre de Edgar Varèse, qui, comme certains le savent, est un compositeur qui a non seulement compté pour moi, mais déclenché la totalité de mon existence terrestre. Quand je dis terrestre, c'est-à-dire spirituelle, naturellement. Et longtemps, j'ai imaginé qu'un jour, je serais
suffisamment en phase avec moi-même pour écrire une pièce qui reprendrait exactement ce petit orchestre de 8 instruments, et qui est une formation assez passionnante. C'est comme un orchestre symphonique en petit, mais un peu de travers, parce qu'il y a une famille, toutes les familles de vent sont représentées, et la contrebasse, disons, est en charge de représenter les instruments à cordes. Mais on verra que la contrebasse, c'est toujours plus que ce que l'on croit, en fait. Vous avez donc deux formations dans loop et cascando qui opposent et apposent la notion de l'homogène et celle de l'hétérogène, la stabilité et l'instabilité. Loop va fonctionner par identité semblable, mais toujours tenter d'inventer un espace divergent en courbant ses directions, comme si cette musique désirait s'écarter de son espace d'origine et des contraintes que ce même espace lui impose en torsadant les propositions musicales suggérées par sa propre matière. Nous allons écouter deux extraits de Loop. Donc vous avez entendu Loop, vous avez déjà pu reconnaître quelque chose de similaire entre ce que vous avez entendu de Cascando. Je pense même que les musiciens découvrent cette pièce. C'est la même note, mais ce n'est pas la même octave. On verra pourquoi. Vous avez donc entendu qu'il s'agit bien là d'un ensemble homogène. Hein. On est dans une question de, si on peut dire, physique de stabilité. Enfin, c'est stable. Il va falloir différencier la question que vous avez entendue précédemment par la différence instrumentale de façon totalement différente dans Loop, puisque l'homogénéité des instruments va en quelque sorte perturber le processus de dissemblance dont j'ai besoin pour faire avancer cette musique dont vous avez entendu avec l'intervalle de tierce mineure, le si, la première bifurcation auquel je faisais référence il y a quelques instants. Je vais vous faire entendre un autre extrait qui possède des caractéristiques totalement différentes, très bref. Ça, c'est un passage de Loop bien plus tard, c'est-à-dire que nous sommes là peut-être une bonne dizaine de minutes après. J'ai choisi de vous faire entendre ces deux exemples parce qu'il est vraiment clair qu'entre le premier et le deuxième, quelque chose a dû se passer. On va donc essayer de voir ce qui a pu se passer. Cascando, revenons à Cascando, n'est pas soumis à cette question de l'homogénéité et du stable, de par la nature même de sa formation, Cascando va au contraire jouer la différence par une distinction et une assimilation par les bords. Dans les exemples que vous avez précédemment entendus, vous avez sans doute remarqué que le rythme est d'apparence, je dis bien d'apparence, isochronique, c'est-à-dire qu'il se répète à intervalles égaux. Mais ici, non sans différence, puisque les rythmes passent du simple au double, double croche, ou se répètent par valeurs ajoutées, croche pointée liée à double, n'accentuant ainsi que la deuxième double du temps suivant, etc. Je
Je vais repasser dans la partition. Vous voyez pour les musiciens, n'est-ce pas, qu'ici, nous avons des petites triples croches qui sont liées à un rythme plus long. Il n'y a pas d'isochronie au sens, je dirais, étymologique, quoi, hein. À chaque fois, ce n'est que des petites différences, mais l'ensemble, n'est-ce pas, l'ensemble va produire ce sentiment de pulsation continue qui est le thème de Cascando. Et quand je dis le thème, c'est au sens véritablement classique de l'appellation. La figure, la proposition, comme je l'ai déjà défini, est, je le disais, extrêmement simple, presque autiste, tant elle offre peu de développement possible si j'accepte les archétypes dont la musique du XXe siècle et même du XXIe nous a largement abreuvé sur ce type de matériel rythmique. Il n'y aura donc pas structuration du matériau par développement de l'identité, mais au contraire une recherche par transition de phase. La transition de phase est une expression qui nous vient des physiciens. Par exemple, quand l'eau s'évapore, il y a passage d'un état à l'autre. C'est une transition de phase obtenue par le réchauffement de l'eau. Il y a également transition de phase quand la glace se transforme en eau. En quelque sorte, Cascando va passer d'un état à l'autre par transition de phase. Mais à l'inverse du processus physique que l'on peut observer dans l'évaporation, les transitions de phase opèrent dans cette musique de façon très mobile et quelquefois inversée. Ainsi, une phrase peut brusquement revenir à son état initial, puis courir aussi vite vers la phrase qu'elle venait de quitter, un petit peu comme si la vapeur d'eau revenait soudainement à l'eau et vice-versa. Les physiciens, ou plus généralement les scientifiques, m'objecteront avec raison que cela est possible expérimentalement. Je vous rassure, je ne suis pas un scientifique, ou c'est plus exactement moi qui me rassure. Ce dont il est question ici est le déplacement de la métaphore employée à propos de la transition de phase par son contexte scientifique, n'est-ce pas? Le concept, oui, mais pas le contexte. Une des premières transitions constituera à passer à l'octave supérieure. Je reviens à Cascando. Autant dans Cascando que dans Loop, du reste, puisque, comme je vous le disais, les deux partitions prennent le même chemin avant de bifurquer et de courber leur destin sur deux modes opposés. Je vais vous faire réentendre Loop. Philippe, si tu veux bien, dès que l'extrait de Loop sera fini, tu enchaînes directement avec nos amis.
Merci. Vous avez donc pu constater par une simple écoute constater une fois de plus que ces deux pièces prennent bien le même chemin. La différence d'octave tient à la nature des instruments employés. Le ré des violoncelles dans l'Aube, qui, je vous le rappelle, a été la première pièce écrite, n'a pu être gardé pour cascando, tout simplement parce que les instruments de cascando ne peuvent tous jouer cette note à l'unisson. Il est par exemple impossible à une flûte, en tout cas la flûte que nous avons ici ce soir, de jouer le ré que vous venez d'entendre par les violoncelles, ainsi que le hautbois, etc. J'ai donc relevé l'ensemble d'une octave, mais cette transposition ne sera pas anodine sur le cours de cascando. Dans ces exemples, on a entendu ici, vous avez entendu plusieurs bifurcations. Le déploiement de cette matière bute assez rapidement sur une impossibilité à se développer en engendrant des différences significatives. Elle bifurque donc en s'échappant vers l'octave supérieure par un battement régulier entre la note mère et son octave supérieure. Philippe, si tu veux bien, on va prendre l'exemple H8, mesure 11-14, en commençant par la flûte, le hautbois, et puis les faire rejouer ensemble. Et tu me donnes une seconde pour que je puisse tout faire en même temps. Est-ce que la flûte, s'il vous plaît, vous pouvez jouer la mesure 13 et 14 ? Et le hautbois, avec le hautbois maintenant. Et tout le monde, puisque vous avez compris que le processus va s'agglomérer, c'est-à-dire que cette forme continue, n'est-ce pas, à un moment va chercher un point de sortie, elle va aller à l'octave, elle va en quelque sorte au fond, tenter une solution désespérée de bifurquer, quoi. Elle sent qu'elle est prisonnière de son propre mécanisme, et paf, elle a trouvé un point de sortie, elle transpose sur la tierce mineure inférieure. À ce point, et afin de continuer à dériver, car là je dérive, j'aimerais digresser sur un chapitre de la morphogénèse de René Thom, qu'il a appelé la théorie des catastrophes. Et je suis certain que vous avez déjà entendu parler de cette théorie des catastrophes qui a eu quelques avatars médiatiques assez importants dans les années 80-90 sous l'appellation la théorie du chaos. Mais qui est René Thom ? Le parcours de René Thom, né en 1923, est celui d'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, normalien, membre de l'IHES, médaillé Fields. Il est le père fondateur d'une branche entière des mathématiques modernes, la théorie du chaos. Sa carrière est cependant atypique. Après avoir construit une œuvre mathématique considérable, il s'est consacré avec succès à la philosophie. Il a fait partie de ces rares mathématiciens à avoir cherché à appliquer leur savoir à d'autres sciences. Tentons de raconter son histoire. En 1972, René Thom publie l'article fondateur de la théorie des catastrophes. Cette dernière est une tentative de décrire et classer des situations dans lesquelles une série de changements infimes entraîne un déséquilibre et une brisure de la continuité du système étudié, une catastrophe. C'est, selon les dires de son créateur, un moyen de rendre compte des discontinuités. Ou encore, la théorie des catastrophes consiste à dire qu'un phénomène discontinu peut émerger en quelque sorte spontanément à partir d'un milieu continu. La théorie alors existante, le calcul différentiel, avait montré son incapacité à l'étude de ce type de phénomène. La théorie des catastrophes a eu des applications en physique, en biologie, ce qui a dû combler René Thom, qui espérait que la portée de sa théorie ne se limite pas aux mathématiques. L'intérêt pour cette théorie déborde d'ailleurs largement du cercle fermé des sciences dures, et elle est utilisée dans les sciences humaines. Des philosophes, des linguistes ou des artistes se penchent dessus.
Il y a un exemple très fameux qui est Salvador Dali qui peindra une toile en hommage à René Thom très tardivement, en 1983. Mais cette théorie qui, au départ, connaît un immense succès, tombe peu à peu en désuétude. Thom en explique les raisons. C'est un fait que la théorie des catastrophes est morte, mais on peut dire qu'elle est morte de son propre succès. Elle s'est effondrée le jour où on a tenté d'étendre le cas analytique à des modèles qui n'étaient que différenciables. Quand il devint clair que la théorie ne permettait pas de prédiction quantitative, les esprits brillants décidèrent qu'elle n'avait pas de valeur. René Thom s'est battu pour défendre une approche fondamentale d'une recherche qui, selon lui, a tendance de plus en plus à privilégier l'expérimentation. Ainsi, critiquait-il dans Le Monde en 1984 le poids sans cesse croissant donné à la science lourde, aux technologies, aux applications, ce qui se fait au détriment des intérêts théoriques et de l'exigence d'intelligence auxquels la science d'autrefois sacrifiait bien davantage. Cette critique, il me semble, est plus que jamais d'actualité, alors que les budgets, même pour la recherche expérimentale, n'ont jamais été aussi ridicules. J'ai donc rencontré cette ésotérique mais très fascinante théorie, et qui à certains égards n'en est pas une, vers 1976-77 par le livre de René Thom qui s'appelait Modèle mathématique de la morphogénèse. C'est donc une théorie de l'observation et de l'analogie qui regarde surtout les formes de la croissance au sens large. Elle peut examiner n'importe quel phénomène de croissance. À la vérité, c'est plutôt une méthodologie qui scrute ce que René Thom nomme les discontinuités morphologiques. Tout phénomène peut être décrit, dit-il, par des modèles catastrophiques. Le mot catastrophe n'est effectivement, j'en conviens, pas très simple à entendre, mais il n'empêche qu'au-delà de sa charge poétique, il dégage une grande force expressive, même s'il n'a rien à voir avec l'idée d'un drame auquel ce mot est toujours associé naturellement. Pour Thom, la catastrophe est un événement. Le terme catastrophe permet de recouvrir et d'observer tout type de situation discontinue de façon extrêmement pertinente. C'est une anomalie, une perturbation, une discontinuité. À partir des 4 axes de mesure de l'environnement, longueur, largeur, hauteur, temps, Thom élabore une description géométrique des formes de la nature et discrimine 7 formes fondamentales, catastrophistes, sur lesquelles nous reviendrons également, peut-être un peu, dans le cours du 9 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, qui sera consacrée à la question du piano et de mes études de piano, et qui sont curieusement au nombre de 7. J'ai fait 7 études de piano, tout comme ma série de solos pour orchestre que j'ai initiée en 1992 et dont j'ai achevé il y a peu le solo numéro 6 pour la Philharmonie de Berlin, et ça va être créé bientôt. Le 7 reste à faire. Donc vous voyez qu'il y a peut-être là un contexte qui va nous faire progressivement revenir à la question musicale. Thom distingue donc 7 catastrophes élémentaires contrôlées avec moins de 5 paramètres. 7 formes dont l'évolution, à chaque fois, aboutissent à un point de non-retour. Thom nomme ces formes de magnifiques appellations, le pli, la queue d'aronde, la fronce, le papillon, l'ombilic elliptique, par exemple l'extrémité d'une aiguille, l'ombilic parabolique, par exemple le champignon, et l'ombilic hyperbolique, la crête d'une vague déferlante. Je vais vous montrer quelques documents, évidemment sans me risquer à les commenter de façon trop dangereuse pour moi, c'est-à-dire scientifique. Voici quelques documents, évidemment, que je livre à votre observation exclusivement, je n'oserais dire, pour des questions de beauté plastique. Celui-ci, par exemple, est un document que j'ai mis en exergue de la partition de Loupe. Et je fais toujours des petites illustrations dans mes partitions, et celle-ci figurait dans Loupe sans absolument aucune explication de quoi que ce soit. Et les commanditaires m'ont demandé,
mais qu'est-ce que sont ces magnifiques dessins? Et moi, je lui dis, oh, c'est pour faire joli. Et, et tout à fait résolu à ne jamais m'expliquer là-dessus. Bien mal m'en a pris, parce que cet homme-là était très malin. Il est allé voir un de ses amis mathématiciens, et il lui a dit, je sens que c'est des maths, qu'est-ce que c'est? Et ce mathématicien lui a répondu très judicieusement, ce sont des formes de la morphogénèse de René Thom. Ce qui m'a donc valu un débat avec René Thom, dont je parlerai dans quelques instants. Là, par exemple, c'est une forme qui est, je vous prie de m'excuser s'il y a des mathématiciens dans la salle, mais il faut bien comprendre que chez moi, ça ne relève pas d'une rationalité, naturellement, mais d'une pure question, je dirais, plastique. Ici, je crois que c'est le pli, vous voyez. Donc on voit très bien que c'est une forme qui est figurée, donc imaginez un angle plat qui subit une incursion, si on peut dire, un événement, une catastrophe, vous voyez, donc est décrit ici la courbe du pli, la catastrophe d'attaque, la catastrophe de fuite. En fait, à la vérité, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple à comprendre que ça en a l'air, c'est simplement une description des événements physiques qui se passent sur cette surface. Prenons-le comme ça, et que les mathématiciens ou les scientifiques me pardonnent. Ici, nous avons une même forme, c'est-à-dire, alors je m'excuse pour le document, mais je n'ai pas trouvé mieux, donc le pixel est très voyant, mais en fait, c'est une forme assez intéressante, puisque c'est un angle. En fait, c'est une forme plane qui a également subi elle-même aussi une torsion. Alors, vous voyez, moi, je m'intéresse à des choses comme ça. Je réfléchis sur des formes de cet ordre. Ici, nous avons un très beau document aussi qui répertorie non pas les 7 formes, mais en tout cas, je n'ai pas réussi à savoir exactement, parce que curieusement, il est très difficile de trouver ces 7 formes figurativement décrites très précisément, et je dois dire, même dans les livres de Thom. Et enfin, ce qui est important de retenir dans ces images que je vous livre de façon presque naïve, c'est simplement qu'il et c'est là, je pense que pour un artiste, quelque chose se joue d'extraordinairement important à chaque fois, si vous voulez. Ce sont des espaces, au fond, de représentation mentale pour moi. Vous voyez ces formes qui sont pliées, ces formes qui sont gondolées, comme ça, qui sont soumises au fond à des pressions extérieures, sont des choses qui, pour moi, assez rapidement, toujours dans mon imaginaire, produisent non pas tout de suite de la musique, mais disons un contexte à transformer, c'est-à-dire non seulement à thématiser, mais à varier, j'en ai déjà parlé ici, les formes. Je pense que j'ai été déjà assez clair là-dessus, je fais ici au Collège de France un exercice assez passionnant mais très difficile qui consiste toujours à être au fond avant la musique et à privilégier la question de la création plus que celle de la composition musicale exclusivement. Alors ici, voici un document que j'adore qui nécessite une explication très circonstanciée, je crois, vous voyez. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la catastrophe de l'agressivité du chien. Alors je l'aime beaucoup celle-là parce que, vous voyez, on voit bien qu'il y a un chien. Moi, j'ai fait toute une partition d'orchestre comme ça sur cette question-là, qui a d'ailleurs été jouée il y a 2 semaines à Paris, qui s'appelle Exeo. Alors, vous voyez, c'est très simple à comprendre. Vous avez un axe de peur et un axe de colère. Et vous avez donc cet animal qui est figuré dans 3 moments différents, où figure et son taux de colère et son taux de peur. Vous voyez que là-haut, il a très peur, et en bas, pas encore tout à fait. En revanche, il est très en colère. C'est-à-dire que progressivement, le mouvement, on voit bien ce qui se passe. Hein. La figure que je vous ai montrée tout à l'heure, et la première figure complexe que je vous ai montrée, est le diagramme de ce qu'on appelle l'agressivité du chien. C'est des noms d'une poésie extraordinaire, je trouve. Et alors, au fond, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que là est figuré, c'est pour cette raison que je vous le montre, est figuré de façon vraiment très, très claire ce qui relève du mouvement. Hein.
C'est-à-dire, vous voyez bien ici que l'animal, disons dans une position, on va dire, normale, tout d'un coup est soumis à son visage est soumis à des rétractions et des contorsions de façon très spécifique, très spécifiquement organisée. Vous voyez que là, il y a quelque chose qui fait que le museau va remonter, il va opérer une torsion ici, vous voyez, des plis de la peau. Ici, vous avez un degré de peur qui est supplémentaire. Donc vous voyez déjà qu'il y a un mouvement dans les oreilles qui s'est différencié. Et ici, nous avons le cas extrême de la peur associé à celui de la colère. Et vous voyez l'extraordinaire différence des deux figures. Alors, évidemment, je sais que ça peut vous étonner, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Parce que dans la musique, par exemple avec un orchestre symphonique, moi, je sais que quand j'ai vu ça il y a quelques années, j'ai vraiment essayé de me demander de quelle manière ces formes-là pouvaient être exprimées abstraitement par la musique. Et je suis désolé de ne pouvoir vous faire entendre un extrait, car je ne l'ai pas prévu. Mais enfin, moi j'ai une partition dont les attaques et les crescendi et les décrescendi, pardonnez-moi, sont organisés sur des systèmes de rétraction analogues. Alors évidemment, ma musique ne traite pas de la peur ou de la colère, je regarde le phénomène. C'est-à-dire que c'est très intéressant, cette image, pour moi, je l'ai méditée très très longtemps, parce qu'elle avait un très grand pouvoir de suggestion sur moi, parce que j'aimais beaucoup cet état, cette force pure, comme ça, qui est en jeu dans cette image, cette chose qui avance, qui se rétracte, vous voyez, qui remonte au-dessus du front, qui s'aplatit. Et ce sont des phénomènes comme ça qui peuvent, moi, tout à coup, me faire dériver et dériver musicalement. Alors c'est ça qui est l'avantage de la musique aussi, parce que la musique vous permet toujours d'associer les événements les plus incongrus dans des formes apparemment non signifiantes. Mais enfin, le réseau secret est là, et ici, je suis là pour vous parler de cela. Voici encore une autre forme qui concerne en fait un phénomène qui a été beaucoup étudié dans la théorie des formes, c'est la question des dunes et de la formation des vagues de sable, qui est un phénomène extraordinairement passionnant et très poétique. Mais revenons à la catastrophe. René Thom donne un exemple générique assez simple. Le bord de cette table, là où le bois devient de l'air, c'est une surface de séparation. C'est un lieu de catastrophe. La catastrophe est donc permanente. Mais nous n'en avons aucune conscience. Mais le mot présente une difficulté. C'est un mot qui évoque une transformation brutale, temporelle, avec une durée bien déterminée. René Thom ajoute qu'on lui a beaucoup reproché ce choix. Par-delà les implications purement scientifiques pour lesquelles, malgré une appétence naturelle, je n'ai aucune qualification, ou presque pas, j'aime beaucoup méditer sur les implications de cette théorie ou de cette méthodologie sur ma musique, car elle m'a permis, comme je vous ai donné quelques exemples, de déplacer complètement le champ, le lieu de mon travail, par une simple observation, j'oserais dire presque une méditation. L'intérêt essentiel de cette méthode, nous dit encore René Thom, c'est qu'elle offre des moyens d'intelligibilité dans des situations qui sont en général trop complexes pour être analysées selon des méthodes réductionnistes. Alors, le mot est lâché, car j'espère qu'il n'y a pas de musiciens dans la salle. Les compositeurs, parce que les compositeurs, enfin, c'est un des débats que j'ai avec un doux débat, sont quelquefois, à mon sens, amateurs de théorie réductionniste. On le voit bien dans l'analyse musicale et ou traditionnelle, car elle privilégie le plus souvent comme système critique exclusivement son propre matériau. Naturellement, ce n'est pas une assertion autoritaire, j'espère. Néanmoins, c'est une réflexion que je livre à mes amis musicologues ou compositeurs. Cela
en ce qui me concerne, n'a jamais été mon projet. Et même aujourd'hui, analyser la musique par le biais de ses propres mécanismes d'écriture n'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Naturellement, lorsque je suis dans une situation d'enseignement très professionnelle, je veux dire avec exclusivement des musiciens, je le fais volontiers, mais ce n'est pas ma question en ces lieux. Au contraire, il s'agit toujours pour moi de comprendre ce qui relève des bornes quantitatives à la déformation des formes que l'on considère. Je viens de reprendre une phrase de René Thom, les bornes quantitatives à la déformation des formes que l'on considère. Et c'est bien le problème que j'ai avec Cascando. Dans une acceptation abstraite, comme je le précisais dans mon cours du 16 février, je l'ai encore dit tout à l'heure, quelque chose d'avant la musique. L'effort a donc consisté, en tout cas pour moi, à déplacer ou à décaler les observations et les interrogations formelles d'un mathématicien comme René Thom à ma propre démarche, dans les extrêmes limites, naturellement, qu'elle lui impose. Je sais les limites de cet exercice, et je le répète une fois encore, il ne peut y avoir de corrélation exacte entre le substrat d'une telle théorie ou méthodologie et mon propre travail. À l'occasion d'un débat, excusez-moi, à l'occasion d'un débat en 1996 organisé autour de la création de Loop, j'ai pu rencontrer René Thom. Il était assez rassuré des prévenances que j'ai prises quant à ma relation à son œuvre. Il n'avait pas beaucoup d'intérêt pour le transfert de son modèle vers celui des arts. Déjà, m'avait-il dit, il semblait un peu amer que Dali se soit servi d'une de ses courbes morphogénétiques pour en faire un tableau. Je crois qu'il s'agissait d'un ombilique, un des 3 ombiliques, je ne sais plus. Il lui semblait que cela entretenait une confusion entre la science et l'art qui n'était profitable ni à l'un ni à l'autre. À certains égards, il avait raison. J'ai déjà relevé dans ma leçon inaugurale les égarements possibles de la pensée artistique si elle place la structure des sciences au-dessus des formes du pensée musical, un peu comme une croyance. Mais il faut bien comprendre qu'un artiste n'a pas besoin de ratio au même titre qu'un scientifique. J'ai également abordé ici les questions homologiques de ce type de transfert avec l'axonométrie et la perspective en architecture, ou en laissant entendre lors de ma leçon inaugurale que j'étais, malgré mes réserves, assez intéressé et même amusé à l'exploitation de certains chapitres simples des mathématiques, comme la théorie des groupes ou les groupes d'Euler, par exemple. Les mathématiciens sauront de quoi je parle, appliqués à l'organisation des formes ou des microstructures locales d'une musique. Mais revenons à René Thom. Les singularités apparaissent lorsque l'on soumet en quelque sorte l'espace à une contrainte. René Thom parle un très bel exemple avec sa veste. Il dit « La manche de ma veste, si je la comprime, je fais apparaître des plis. C'est une situation générale. Cela ne relève pas de la mécanique des matériaux. J'énonce en réalité un théorème abstrait. Lorsqu'un espace est soumis à une contrainte, c'est-à-dire lorsqu'on le projette sur quelque chose de plus petit que sa propre dimension, il accepte la contrainte, sauf en un certain nombre de points où il concentre, si l'on peut dire, toute son individualité première. Et c'est dans la présence de ces singularités que se fait la résistance. Le concept de singularité, c'est le moyen de subsumer en un point toute une structure globale. La musique est familière de cette réflexion sur la forme. En tout cas, j'ose le penser. En un sens, la simple phrase que je viens de citer vaut presque un programme. Le mot courbé, associé à celui de composé, présenté comme intitulé de ce cours, tente bien de résumer à lui seul cette intention. Courbé pourrait vouloir dire ici plié, bien qu'il s'agisse, j'en ai pleinement conscience, d'un déplacement de sens que n'aurait sans doute pas avalisé René Thom. Mais
En revanche, courber un espace dans un autre espace, comme le suggère René Thom, veut dire soumettre un espace par une contrainte. C'est donc bien là un problème de composition musicale. De fait, Cascando est une partition soumise à ce problème. Pour que cette musique avance, il va falloir la courber en tous sens, la plier. Cascando déplie son espace, mais son espace devient trop grand pour un contenant trop petit et à chaque fois doit être soumis à une procédure de réduction. Par exemple, lorsque nous sommes arrivés à la fin de l'exemple précédent, il se passait bien quelque chose, n'est-ce pas? Souvenez-vous de cette bifurcation, cette note qui tout à coup arrivait. Que se passait-il donc? Comme si la matière engendrait une entropie. Il fallait alors la réduire. La note Ré ne peut plus s'épancher sur elle-même au risque de produire un épuisement sans intérêt musical. L'espace est vraiment devenu trop grand. C'est comme s'il n'avait plus de bord. Alors, la musique bifurque, se courbe et se plie soudainement sur la tierce mineure descendante. À ce point, comme à une première escale, elle va tenter de reprendre son obsession isochrone. Mais une subite catastrophe va l'empêcher d'avancer. Je vous propose de réécouter cet extrait. Nous allons avancer ainsi dans la pièce par dévoilements successifs. Par rapport à Loop, que vous n'entendrez pas en entier, la bifurcation est effective et brutale. Le chemin à prendre pour Cascando sera désormais tout autre. Alors je vous demande, souvenez-vous de cette note de départ. J'ajoute aussi une chose très importante, c'est que la question du temps n'est pas pour moi un événement majeur dans ce processus. Le Ré que vous avez entendu manipulé par ces rythmes contraires, produisant apparemment un rythme répétitif, alors que ce n'est pas vraiment le cas, c'est juste une illusion, car les instruments font souvent des intervalles, des rythmes plus complexes que l'isochronie, que votre oreille, que votre cerveau repère. Mais ce temps n'a pas besoin de temps. C'est-à-dire que l'expression même de ce problème est gérée subitement, presque en 10 mesures, c'est plié, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas là de corrélation entre l'épuisement d'un processus et la durée qu'il requiert temporellement. Quand je dis temporellement, c'est au sens du réel, n'est-ce pas? Alors, on va jouer l'exemple de 10 à 28. Philippe, tu me donnes une seconde que je retrouve la partition avec notre fameuse citation qui revient à chaque fois comme un vigile.